Je m'appelle Daniel, et ce que je vais raconter s'est produit l'année dernière, au moment où ma compagne et moi avons acheté notre première maison. Nous formons un couple asiatique. Ce détail a son importance. La maison se trouvait dans une petite ville résidentielle de Caroline du Sud. Une banlieue calme, sans histoire. Une rue silencieuse, des maisons identiques, des jardins bien entretenus. Rien de spécial, sauf pour nous. C'était censé être le début de notre vie ensemble. Les premiers jours ont été paisibles. Nous avons déballé nos cartons, pris nos repères, échangé quelques mots avec les voisins. À droite, un couple âgé chaleureux. En face, un homme poli qui nous a souhaité la bienvenue. Mais la maison à notre gauche nous mettait mal à l'aise. Nous ne voyions jamais personne en sortir. Les rideaux étaient toujours tirés. L'intérieur restait plongé dans l'obscurité, même en pleine journée. Pourtant, une voiture était garée devant. Quelqu'un vivait là. Un après-midi, nous l'avons aperçu. Un homme se tenait derrière la fenêtre du salon, à moitié dissimulé, immobile, en train de nous observer. Il n'a pas souri, il n'a pas salué. Dès que nos regards se sont croisés, il a disparu. Au début, nous avons minimisé. Un voisin discret, peut-être simplement étrange. Mais les apparitions ont continué, toujours depuis l'intérieur de sa maison, toujours brièvement, toujours comme s'il nous surveillait. Jusqu'à cette nuit. En passant devant la fenêtre de notre chambre, j'ai regardé machinalement vers la maison d'en face. Et je l'ai vu. Il se tenait debout, à l'étage, entièrement visible, son visage tourné vers notre chambre. Il nous fixait. Quand il a compris que je l'avais remarqué, il a reculé d'un pas sec, disparaissant dans l'ombre. Le lendemain matin, il a frappé à notre porte. Il s'est présenté sous le prénom de Richard. Il souriait constamment. Il s'est excusé, expliquant qu'il bricolait près de sa fenêtre et qu'il n'avait pas voulu nous observer. Ses mots étaient rassurants, son sourire, beaucoup moins. Malgré tout, nous avons décidé d'ignorer notre malaise. Quelques jours plus tard, ma compagne m'a réveillé en pleine nuit. Elle avait entendu du bruit dans le jardin. En regardant par la fenêtre, j'ai vu un homme marcher lentement dans notre cour, comme s'il cherchait quelque chose. J'ai crié. Il s'est enfui immédiatement, claquant le portail derrière lui. Une autre nuit, la scène s'est répétée. Cette fois, j'ai reconnu sa silhouette. C'était Richard. Je l'ai confronté le lendemain. Il a nié toute mauvaise intention, affirmant qu'il chassait des adolescents qui passaient par les jardins. Il souriait encore, mais son regard était froid, presque hostile. Peu après, il nous a invités à dîner. Nous avons accepté, pensant apaiser les tensions. Erreur. Il buvait beaucoup, faisait des remarques de plus en plus déplacées, plus ouvertement racistes. Il nous a dit que le quartier n'était pas fait pour des gens comme nous, et a admis, sans détour, être entré dans notre jardin. Nous sommes partis sans un mot. En interrogeant les autres voisins, nous avons appris qu'il était connu pour son alcoolisme et son comportement instable. Nous avons alors commencé à vivre dans la peur, à éviter de sortir, à fermer systématiquement les rideaux, jusqu'à la nuit où une brique a traversé la fenêtre du rez-de-chaussée. Aucun message, aucune explication. Nous savions qui était responsable, mais nous n'avions aucune preuve. La police n'a rien pu faire. Moins de 2 mois après notre emménagement, nous avons déménagé, abandonnant la maison qui devait être le début de notre avenir. Aujourd'hui encore, je suis convaincu que si nous étions restés, cette histoire se serait terminée bien plus mal. Je m'appelle Ethan, et cette histoire s'est déroulée à la fin de l'année 2021. À l'époque, ma compagne Lena et moi venions d'emménager dans une maison située dans un quartier résidentiel très calme du Midwest américain. Une maison à 2 étages, idéale pour fonder une famille. Nos voisins semblaient tous sympathiques, surtout le couple vivant juste à côté de chez nous. Marc et Emily, la trentaine, souriants, accueillants. Ils nous ont même offert un gâteau pour nous souhaiter la bienvenue. Les premières semaines ont été paisibles. Puis une nuit, j'ai été réveillé par des cris. Des cris violents,
étouffé, provenant clairement de la maison voisine. Je n'ai rien vu depuis notre fenêtre, seulement entendu une dispute inquiétante. Quelques minutes plus tard, j'ai aperçu Émilie sortir en trombe et partir en voiture. Le calme est revenu. Nous avons essayé de relativiser. Un couple qui se dispute, rien de plus. Mais quelques jours plus tard, les cris ont recommencé. En rentrant chez nous, j'ai remarqué que la porte de leur maison était entr'ouverte, retenue par une simple moustiquaire. Les voix étaient parfaitement audibles. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'étrange. La voiture d'Émilie avait disparu. Au début, j'ai pensé qu'elle était partie quelques jours. Puis les jours sont devenus des semaines. Marc, lui, était toujours là. Mais il avait changé. Il évitait les regards, ne saluait plus, et mettait fin aux conversations le plus vite possible. Après plusieurs semaines sans nouvelles d'Émilie, j'ai décidé d'aller frapper chez lui. Il a mis longtemps à ouvrir. Quand il est apparu, il transpirait abondamment, avec un sourire crispé. Je lui ai demandé où était Émilie. Il a hésité, puis m'a dit qu'elle était partie s'occuper de sa mère malade, dans un autre état. Il a ajouté qu'il transpirait parce qu'il faisait du sport à l'étage. Son explication sonnait faux. Et soudain, un cri a retenti à l'intérieur. Un cri de femme. Un appel à l'aide. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il a affirmé que la télévision était allumée à l'étage et qu'il avait oublié de mettre le film en pause. Une excuse absurde. Je suis reparti, profondément inquiet. De retour chez moi, j'ai tout raconté à Léna. Elle m'a immédiatement conseillé d'appeler la police. J'ai demandé un contrôle de bien-être, anonymement. Moins d'une heure plus tard, plusieurs voitures de police et une ambulance sont arrivées. Nous sommes sortis et avons vu Marc menotté. Émilie, elle, était transportée sur un brancard. Nous avons appris la vérité plus tard. Marc l'avait séquestrée pendant des semaines dans le sous-sol, battu, violé et privé de toute aide. Il avait même vendu sa voiture pour faire croire à son départ. Le cri que j'avais entendu, c'était celui d'Émilie. Il l'avait poignardée parce qu'elle faisait trop de bruit pendant qu'il me parlait à la porte. Elle n'a pas survécu. Alors qu'il était emmené, Marc s'est tourné vers moi et m'a lancé un regard plein de haine. Il a murmuré qu'il savait que c'était moi. Je sais qu'il passera de longues années en prison. Mais cette histoire m'a marqué à vie. On ne sait jamais vraiment qui sont les gens derrière des portes closes. Quelques nuits plus tard, j'ai fait un cauchemar. Je voyais Marc dans notre chambre, un couteau à la main, répétant exactement les mêmes mots. Puis je me suis réveillé en sursaut. Peu de temps après notre mariage, nous avons déménagé. Et encore aujourd'hui, savoir que nous avons vécu à côté d'un meurtrier reste une pensée terrifiante. Je m'appelle Claire, et cette histoire s'est produite il y a 2 ans, lorsque j'avais 24 ans. À l'époque, je vivais seul dans un petit duplex situé à Brooklyn, à New York. Une vieille maison divisée en 2 parties parfaitement symétriques. Je louais le côté gauche. Un homme occupait le côté droit. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai même jamais vu. Ma chambre se trouvait à l'étage, et le mur contre lequel était placé mon lit était aussi celui de la chambre du voisin. Quand l'immeuble était silencieux, je pouvais parfois entendre de légers bruits de l'autre côté. Rien d'alarmant. La première semaine s'est déroulée normalement. Je travaillais beaucoup, rentrais tard, mangeais rapidement et m'endormais aussitôt, heureuse d'avoir enfin mon propre appartement. Puis une nuit, tout a commencé. Allongé dans mon lit, j'ai entendu quelqu'un parler. Une voix d'homme, anormalement aiguë, comme s'il imitait une autre voix. Les murs étaient si fins que j'avais l'impression qu'ils se tenaient juste à côté de moi. Je ne distinguais pas les mots, seulement des murmures étranges. J'ai essayé d'ignorer. Je me suis dit qu'il parlait au téléphone ou regardait la télévision. Et je me suis endormi. Quelques nuits plus tard, les murmures ont recommencé. Plus fort, plus proche. Il était clair qu'il parlait seul. Épuisé mais troublé, je me suis caché sous ma couverture, réalisant pour la première fois que je n'aimais pas vivre seul ici. Peu après, les coups ont commencé.
Des tapotements contre le mur, toujours la nuit, parfois légers, parfois insistants. Ils semblaient venir juste à côté de ma tête. Chaque nuit, la peur grandissait. Un soir, allongé face au mur, j'ai entendu 3 coups lents. Puis cette même voix aiguë m'a clairement demandé « Qu'est-ce que tu fais là-dedans ?» Terrifié, j'ai appelé mon petit ami. Il est venu passer la nuit. Et le silence qui a suivi était presque pire. Quelques jours plus tard, persuadé que j'avais tout imaginé, j'ai été réveillé en sursaut par des coups frénétiques contre le mur. J'ai crié pour qu'on me laisse tranquille. Et c'est là qu'une voix différente, plus grave, a parlé. Elle ne venait pas du mur. Elle venait de l'intérieur de ma chambre. « Va dormir. » J'ai hurlé. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai fui l'appartement, pieds nus, en pleine nuit, jusqu'à la rue. Je criais à l'aide jusqu'à ce qu'un voisin appelle la police. Les agents ont fouillé l'appartement. Ils n'ont trouvé personne. La porte était ouverte. Aucune trace d'effraction. Le voisin du duplex n'a jamais répondu. Mon petit ami m'a emmené chez lui. Je n'ai presque pas dormi. Le lendemain, j'ai exigé de rompre le bail. Je refusais de remettre les pieds seul dans cet endroit. Le propriétaire a fini par accepter. À chaque aller-retour pour récupérer mes affaires, j'étais accompagné. Pourtant, malgré des signes évidents que quelqu'un vivait là, le voisin n'a jamais répondu. J'ai finalement déménagé. Je ne saurais jamais si quelqu'un se trouvait réellement dans ma chambre cette nuit-là, si quelqu'un était entré sans que la police ne le remarque, ou si le stress m'a fait perdre pied. Plus tard, le propriétaire m'a appris que le voisin avait lui aussi quitté le logement, sans donner la moindre explication. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé dans ce duplex.